Reprendre pour ma mère, je n'étais rien de Richard Pelzer. Chapitre 14. Une vie en dehors de la maison. Je m'étais efforcée d'éviter les ennuis et de me faire discret. Ross m'avait toujours dit de me faire tout petit chaque fois que maman était de mauvaise humeur. Mais à présent, il n'était plus là pour se préoccuper de moi. J'étais seule. Il m'était devenu terriblement difficile de trouver quoi que ce soit qui me fasse plaisir. Je passais la plupart de mon temps à penser à Ross, à ce qu'il pouvait bien faire. Je n'en pouvais plus d'attendre que le téléphone sonne pour pouvoir lui parler, où qu'il soit. Avec le temps, j'acceptais ma situation, et vins à croire qu'aussi longtemps que je parviendrais à rester insignifiant, je m'attirerais moins d'ennuis. Du moins, c'est ce que je croyais. En haut de la rue, près du carrefour, vivaient des garçons qui adoraient le sport. Je ne les voyais que rarement, à part pour jouer au ballon à l'occasion. La plupart des enfants du quartier aimaient le sport, mais ces deux-là adoraient vraiment ça. Dans la maison derrière la leur vivaient deux garçons, un peu plus âgés que moi. Ensemble, ils formaient un petit groupe d'amis. À présent, ils étaient les seuls enfants du quartier à peu près de mon âge. J'avais un autre ami bien plus âgé que moi appelé Ben. Il habitait quelques maisons plus loin. Il avait peut-être 21 ans et venait d'un milieu complètement différent. Il vivait avec sa sœur et son beau-frère. Ses parents étaient très gentils et polis. Il devint évident pour moi qu'étant donné que je n'étais pas bon en sport, je devais trouver un autre moyen de m'intégrer. Aussi, comme la plupart des garçons dans les années 70, je passais mon temps à penser aux filles, aux voitures et à l'école. À mesure que nous fîmes davantage connaissance, je parvins à oublier les histoires sur les raclées de maman et à les faire passer pour des bagarres entre frères. Ils pouvaient tous comprendre. Ils avaient aussi des frères aînés. Pour la première fois, je découvrais que toutes les choses auxquelles je pensais, les autres y pensaient également. Le mystère des filles, l'excitation des voitures, je fus surpris d'apprendre que je n'étais pas le seul à y penser. Dans certaines de nos conversations, nous partagions les mêmes sentiments sur les mêmes questions sur presque tout. J'étais heureux de pouvoir partager et apprendre avec d'autres personnes. Faire du vélo le long de Westmore Avenue, dépasser l'école et revenir par Eastmore Avenue apportait un changement bienvenu à notre quotidien. Terence View Court cachait un complexe immobilier et je découvris ce joyau grâce à ce nouvel itinéraire. Le meilleur endroit pour faire du vélo pendant des kilomètres était les collines de Terence View Court. Nous avions trouvé un endroit juste assez grand pour un vélo entre la barrière séparant le parking de la falaise de la colline au-dessus. Ce chemin très fréquenté, un mètre derrière la barrière, fut le début d'une aventure qui allait être pour moi un grand apprentissage. Je me rappelle chaque fois que je m'y suis rendue. La longueur et la pente m'effrayaient. Celle-ci faisait une trentaine de mètres de long pour un dénivelé d'une douzaine de mètres. Au bout, elle s'adoucissait en un chemin de terre qui partait dans plusieurs directions. Des rampes de soie en bois de différentes tailles avaient été placées à intervalles réguliers. Les chemins étaient visiblement, pardon, Les chemins avaient visiblement été très utilisés par la plupart des enfants du quartier, et des années au passé, à l'état sauvage, faisaient de ces collines un terrain parfait pour tester notre endurance et notre audace. Nous avions toute une variété d'activités dans cette forêt que nous n'aurions jamais pu faire ailleurs. S'isoler avec les filles, fumer et boire de la bière. C'est là que j'ai fumé un joint pour la première fois. Je me suis jamais vraiment mise à la marijuana. Je n'y trouvais rien d'excitant ou d'intéressant. Mais comme les autres ont fumé, je le faisais aussi. J'aurais fait n'importe quoi, tellement il était important pour moi d'être aimé par les filles. Quelques-unes disaient que j'étais mignon et aimaient s'isoler avec moi dans les bosquets. Quelques autres pensaient que j'étais bizarre, mais cela ne les dérangeait pas plus que ça. D'une manière ou d'une autre, on m'acceptait telle que j'étais. Je ne m'en tirais pas si mal, du moins à l'extérieur de la maison. Bien que boire fût un passe-temps apprécié des plus âgés, je n'eus jamais cet état d'esprit. Au fond de moi, je savais que boire était une grande partie du problème de maman. Non seulement c'était une ivrogne, mais en plus une ivrogne cruelle et méchante. J'étais incapable de mettre de l'alcool dans ma vie. Nous rivalisions pour savoir qui avait les meilleurs équipements sur son vélo, ou les plus récents. Petit à petit, j'appris ce qu'il fallait faire pour intégrer les différents groupes, des bois. Je découvris que livrer les journaux le matin me permettait de le faire. Beaucoup m'enviaient mon vélo, qui avait des jantes et une fourche Ashtabula, des poignées antidérapantes et un gros pneu lisse à l'arrière. À la fin de l'été, j'avais le vélo le plus cool, avec les équipements les plus récents. Ce vélo ne me quittait jamais. On m'en avait déjà volé un, et je m'étais juré de protéger celui-là.
Je découvris que je pouvais partager de plus en plus avec les autres enfants. Je savais pourquoi ils me regardaient comme ils le faisaient, et cela ne me dérangeait pas. J'avais toujours l'air de venir de recevoir une raclée, parce que c'était vrai. Après un certain laps de temps, il s'y attendait et le balayait du revers de la main en disant que j'avais des parents vraiment bizarres. J'adorais me rendre en vélo au garage de mes amis, en bas de Baldwin Avenue. Là, nous regonflions nos pneus et lavions nos vélos comme si c'était des voitures de collection. C'est là que j'en appris le plus sur les gens et les filles. J'ai appris à partager, j'ai appris ce qu'était un secret et ce que c'est d'être un ami, qu'en tenir sa langue. Il y a des choses que nous partageons toujours et d'autres dont nous n'avons jamais parlé. Deux des garçons étaient bien plus rebelles que je ne l'avais été et se mettaient mutuellement au défi de faire des choses particulièrement violentes. Ils s'intéressaient à la collection de fusils de leur père, qui se trouvait dans le garage. Je n'aimais pas être là quand ils ouvraient l'armoire et sortaient les fusils. Ils frimaient et faisaient croire qu'ils savaient les charger et tirer. J'avais la peur au ventre. Ils menaçaient de les utiliser contre les personnes qu'ils détestaient, les gens qui étaient méchants envers eux ou envers d'autres élèves de l'école. Hey, tu veux en prendre un pour t'occuper de ta mère me demandèrent-ils. Choqué que quelqu'un d'autre puisse y penser, j'enfouis l'idée avec soin au plus profond de moi et le cachai à tout le monde. Je partis du principe qu'ils plaisantaient et qu'ils ne seraient jamais capables de passer à l'acte. Ce jour-là, je leur dis que je devais partir. Je me sentais trop mal à l'aise à proximité des fusils, en raison des pensées que j'avais concernant ma mère. Ne serait-ce que l'idée de le faire une deuxième fois m'était bien trop pénible. Oui, j'y pensais, et oui, j'en aurais été capable, mais je ne l'ai jamais fait. En rentrant chez moi, j'imaginais comment cela se passerait, ce que serait ma vie si je faisais quelque chose d'aussi terrible. Je savais que je ne pouvais pas me retrouver face à une telle situation une seconde fois. Juste après avoir tourné au coin de Crestline Avenue, des bruits déchirants fendirent l'air, des coups de feu, les uns après les autres. Je m'arrêtai et restai là, debout, en haut de la rue, paralysé de peur à l'idée qu'ils fussent sortis du garage. Ne sachant quoi faire, je restai immobile dans le silence qui suivit. Il n'y avait pas un oiseau dans le ciel, pas un bruit. Un silence total régnait, comme dans le brouillard. Quelques instants plus tard, je repris mon vélo, descendis la colline en direction de la porte du garage de la maison. Je déposai mon vélo comme d'habitude et remontai dans ma chambre. À ma grande surprise, j'y parvins sans me faire remarquer. Je grimpai sur mon lit pour regarder la rue par la fenêtre en sachant ce qui s'était passé était terrible. Au même moment, des parents des deux côtés de la rue sortirent de leur maison. En quelques minutes, des voitures de police déboulèrent en haut de la rue. Une fois parvenues en bas, elles se garèrent en travers pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Deux ambulances arrivèrent en bas de la rue. La police les laissa passer et les escorta vers le haut. Penser au garage et à mes amis, qui devaient être impliqués, me terrorisa. Je savais que c'était là que ça s'était produit. Plus tard, on me dit que deux gamins du quartier étaient sortis dans leur jardin avec des fusils, les avaient chargés et avaient tiré 3 fois. Apparemment, ils visaient l'énorme arbre au centre du jardin, mais il avait manqué. N'ayant aucune expérience des fusils, ils ne s'étaient pas rendus compte que les coups étaient passés à côté de l'arbre et avaient fini leur course dans la chambre des voisins qui habitaient derrière. Heureusement, personne n'avait été blessé. Mais les voisins s'étaient déjà plaints à maintes reprises à l'attitude de ces adolescents qui vivaient derrière chez eux, et à présent ils avaient de bonnes raisons d'être bouleversés. Maman ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité de détourner l'attention d'elle grâce à un événement dans lequel elle n'était pas impliquée. Elle sortit dans la rue rejoindre les autres parents dès qu'elle entendit les voitures de police. Elle nous appela immédiatement, moi et mon frère aîné. En voyant la voiture de police passer à vive allure dans la rue, elle s'élança sur le pavé pour montrer qu'elle voulait l'arrêter. Une fois à proximité, la voiture s'immobilisa. L'agent de police baissa la vitre et lui dit fermement: Faites rentrer ces gosses, rentrez chez vous. Ignorant les ordres de l'agent, maman se rapprocha de la voiture et lui demanda ce qui s'était passé. Plusieurs coups de fusil ont été tirés depuis cette maison en haut de la rue, et nous sommes à la recherche du tireur. Sans perdre de temps, maman se tourna vers nous et nous hurla de rentrer dans le garage. Une fois la porte du garage fermée, elle se retourna vers Scott et lui dit: Monte à l'étage! Puis elle me regarda et me dit d'une voix basse et lourde: Toi,
Tu restes là. Elle me lança un regard perçant, comme si elle était absolument certaine que j'étais mêlée à cette histoire. Je reconnus cette expression sur son visage et m'enfuis vers le fond du sous-sol. Le sol était fait de béton lisse, toujours humide et souvent mouillé. Je passai à gauche de la voiture en courant et jetai un coup d'œil derrière moi pour voir où elle était. Je glissai et m'affalai sur le côté du chariot de bois. Ma tête heurta violemment le coin du chariot et rebondit. La vision brouillée d'étoiles, je sentis sa main se refermer sur mon bras et me releva. Des accusations volèrent de sa bouche et je compris qu'elle était certaine que j'avais tiré sur quelqu'un et que j'étais rentrée à la maison en courant pour qu'elle me protège. Je ne vais pas rester là à protéger une merde comme toi, hurla-t-elle. Je rassemblai mes esprits et les étoiles commencèrent à s'évanouir. J'essayai de lui faire savoir que je n'avais rien fait. Elle se rapprocha de mon visage et me dit « Je me fous de savoir si tu as fait quelque chose dedans. Tu vas payer de toute manière. » Rassemblant tout mon courage, je hurlai en retour. « Rien à voir là-dedans. On peut pas me frapper pour quelque chose que j'ai pas fait. » Entendant cela, elle m'attrapa par les cheveux et d'un coup précipita ma tête contre le béton. Elle me cogna violemment contre le sol du garage. Le bruit des os de mon crâne heurtant le ciment est toujours présent à mon esprit, même aujourd'hui. Une vague de chaleur remonta le long de ma colonne vertébrale et emplit mon corps. Je ne ressentis aucune douleur. Je ne sentais que la chaleur. Je me préparais au pire. Elle continua à se laisser aller à sa colère. « Tu n'es pas allé directement dormir hier soir. Ta chambre est une porcherie et maintenant tu es un assassin !» Il était évident qu'elle saisissait l'opportunité de passer à l'une de ses leçons privées de discipline. Elle me cogna à nouveau la tête contre le ciment et j'entendis le même son épouvantable. Mon frère aîné descendit et demanda mais enfin, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Chose à tuer quelqu'un hurla maman. Ce mot. Elle avait prononcé ce mot. Elle m'avait appelé chose. Elle hurla à Scott. C'est lui qui a tiré sur ces gens dans la rue. Comme mon frère restait là, les yeux dans le vague, elle se retourna vers moi et me cogna une dernière fois la tête contre le béton. Tout devint obscur. Je pouvais juste entendre sa voix me dire de nettoyer le sang sur mon visage et sur ma chemise, puis de monter dans ma chambre. Allongée sur le dos, je n'entendais rien, ne ressentais rien et ne voyais rien. Je savais que j'étais conscient et je me contentais de rester là, allongée là. Quelques minutes plus tard, je me tournai sur le côté et regardai le sol de béton à mesure que ma vision revenait. La chaleur dans mon cou commença à me brûler. Le silence dans ma tête se transforma en une douleur atroce. Je pouvais sentir le coup du plomb de mes dents et du sel. En m'asseyant, je me rendis compte que mes cheveux étaient trempés de sang. Je m'attendais à en avoir beaucoup plus sur les mains après m'être essuyé la nuque. Je rampais dans les escaliers, marche après marche. Au fond de mon cœur, j'avais le sentiment que, cette fois-ci, elle était allée jusqu'au bout. Je vais mourir, pensai-je. J'appelai Scott tout en sachant que c'était inutile et je tombai la tête la première sur une marche de bois. Devant le silence autour de moi, je constatai que j'avais repris conscience. Je pouvais voir mon frère en haut des escaliers dire « il est réveillé, hein ?» Horriblement déçu, je compris qu'il était devenu exactement comme maman. Il était pris dans sa toile d'araignée. Je me souvins de l'époque où j'étais son petit nazi et de ce qu'avait dû ressentir David. Je savais ce qu'elle faisait à Scott, et je le comprenais. Relevant la tête, je sentis le sang couler à la limite de mes cheveux. Je pouvais voir les gouttes rouges tomber sur les marches en bois et le rayon de soleil sur le sol. Je regardai le sang sur ma chemise quand elle arriva dans les escaliers. D'un geste vif, elle m'attrapa par le bras et me releva. « Monte dans ta chambre, immédiatement !» Je m'écroulai à nouveau. Elle attrapa mon bras et me poussa pour que je monte les escaliers. Une marche après l'autre, je me concentrai sur mes jambes et mon dos. Rester bien droit et soulever un pied à la fois. Arrivé en haut, je tournai et tombai sur le côté dans l'embrasure de la porte. Effrayée à l'idée de dégringoler les escaliers, j'attrapai le montant de bois et m'y accrochai. Elle était juste derrière moi et hurlait « Remue-toi! Remue-toi !» Au bout du couloir, dans ma chambre, je pouvais voir mon lit.
Presque immédiatement, le goût du sel et du métal emplit à nouveau ma bouche, et je tombai une fois encore. Reprenant conscience, je me retrouvai dans mon lit sous les couvertures. Elle entra dans la chambre et commença à hurler. Je vais te dénoncer à la police si vite que tu vas rien comprendre. J'aurais dû te tuer quand j'ai eu l'occasion. Espèce de moins que rien. Espèce de sac à merde. Sans bouger un muscle, je restais parfaitement immobile, à attendre qu'elle se rapproche, qu'elle me frappe, qu'elle me tue. Sa voix hurlait des insultes, et quand elle fut près de moi, je mis mes bras autour de ma tête, juste au moment où elle me frappa. Je ne savais pas ce qu'elle tenait à la main, mais j'eus l'impression que c'était une brique. En sentant la douleur dans mon oreille jusqu'à ma mâchoire, de mon poignet jusqu'à mon coude, j'eus à nouveau des étoiles plein les yeux. Mon estomac se tordit, et je vomis. Comme j'étais déjà dans mon lit, elle n'avait pas besoin de vérifier si j'étais inconscient ou si j'avais vomi. Les étoiles s'évanouirent et devinrent de plus en plus petites. Sa voix se fit de plus en plus faible, et elle frappa à nouveau. Je me souviens de la douleur lorsqu'elle me frappa au menton et à la poitrine. Au bout d'un moment, je ne fis plus la différence entre la pénombre de dessous les draps et celle causée par ses coups. Étendue là, je pris conscience qu'elle était partie et que j'étais à présent tout seul. Je soulevai la tête et en regardant par la fenêtre au pied du lit, je vis que le jour se levait. Ayant l'intention de voir ce qu'elle m'avait fait, je m'assis et passai les pieds par-dessus le rebord du lit. Je voulais sauter en bas du lit et aller voir dans le miroir. En m'asseyant, les étoiles revinrent. Pensant que je tombais vers le lit, je me laissai aller, mais en réalité, je m'effondrai en avant vers le sol. Au bruit de mon corps s'écrasant sur le sol et de ma tête rebondissant sur le parquet, elle se précipita et me dit en riant. Je croyais que tu étais assez grand pour ne plus tomber du lit. Pauvre petit con de merde. En la regardant, je vis qu'elle n'était pas loin d'être totalement saoule. Il devait être 6 heures du matin. C'était évident, même pour un enfant, à sa façon de parler et de se tenir. J'avais l'habitude de la voir comme cela de temps à autre. Quand quelque chose de terrible était arrivé ou quand elle se laissait complètement aller dans l'une de ses sessions quotidiennes avec chose. À moitié sonnée, je tentai d'aller jusqu'à la salle de bain en passant devant elle, appuyée contre l'embrasure de la porte de ma chambre. Avant même que j'aie pu allumer la lumière, elle m'attrapa par le bras. Retourne à lit aboya-t-elle. Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna. Le soleil se leva et je parvins à rassembler suffisamment de courage pour essayer à nouveau. Avec précaution, je descendis l'échelle au pied du lit, là où jadis la commode orange et blanc qui contenait des vêtements s'était trouvée. J'attrapai le premier slip venu dans le tiroir à sous-vêtements du placard et me dirigeai vers la salle de bain. En passant devant le grand miroir de ma chambre, je vis que mes cheveux étaient tout collés de sang. J'atteignis la salle de bain, toujours hagard. Faut que je me prépare pour l'école, pensai-je. En lavant mon visage et mes mains, je vis l'eau devenir rouge foncé. Je contemplais cette eau et réalisais que ma vie était un long cercle vicieux qui revenait toujours au même point. Une fois de plus, j'avais commencé ma journée en me demandant quand je verrais l'eau et le sang mêlés pour la dernière fois. La boucle est bouclée pour la deuxième fois. J'étais presque habillée quand elle revint dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fiches exactement demanda-t-elle. Hébétée, je répondis en bafouillant. Je me prépare pour l'école. Elle me regarda, des pieds à la tête, et sourit. C'est ça. Vire ton cul d'ici avant d'être en retard. Inutile d'attendre Josh. Cours. Cours à l'école. Trop épuisée pour répondre, je pensais qu'il était inutile de m'assurer que tous mes meubles et mes cochonneries étaient rangés comme il le fallait. Puis je me souvins que tout mon bazar avait disparu depuis longtemps. Je traversai le couloir, m'attendant à une réaction quelconque en passant devant la cuisine, où elle était assise devant son éternel vieux verre gris. Il devait être 7 heures du matin, et elle ne dit rien quand je fermai la porte derrière moi et descendis les escaliers du béton rose. C'était une belle matinée. Un peu d'humidité s'accrochait au silence de Westmont Hill. Il n'y avait aucune voiture dans la rue, aucun bruit. En arrivant dans la rue qui menait à l'école, je fus interloquée. Mais où sont les voitures? Où sont les élèves?
Je me rendis compte que les vacances d'été avaient commencé depuis presque 15 jours. Et j'étais incapable de dire quel jour de la semaine on était, ou bien si c'était l'été ou le printemps. Je dépassais la piscine de l'école et longeais un grand bâtiment qui menait au terrain de foot d'athlétisme. Quelques personnes couraient sur la piste. Aucun d'entre eux n'était un élève. Ils semblaient tous plus âgés. J'ai essayé de rassembler les morceaux épars de ma vie. Soudain, je me rappelais comment, plus jeune, j'avais traité David, à l'époque où il était encore à la maison. Je pensais au tort que je lui avais causé, comment je l'avais tourmenté. Quand je regardais maman le frapper pour des choses que j'avais faites, ou pour des mensonges que j'avais dits à son propos. Les souvenirs se bousculaient et je me mis à pleurer. J'acceptais cette culpabilité pour payer le fait d'avoir été un aussi mauvais frère. Je méritais tout ce qui m'arrivait. Je pensais à la situation terrible de David et à la manière dont je m'étais moquée de lui. Tout devenait clair. Je devais prendre une décision. J'en ai assez. L'un de nous doit mourir. En revenant vers la piscine, je réalisais que j'avais la tête basse par habitude. Marcher tout droit en regardant le sol était quelque chose que je maîtrisais parfaitement. Il était temps de changer cela aussi, grand temps de changer toute ma personnalité. Il était temps de devenir plus fort et de m'exprimer, d'exprimer mes pensées, mes sentiments, de ne rien accepter de personne et de ne rien donner à personne. Je vais marcher fièrement et sans peur. Je n'ai besoin de personne. Plus important, je ne me laisserai plus faire par personne. En me rapprochant de Westmore Avenue, cette confiance en moi toute nouvelle commençait à se fissurer. J'avais peur d'aller trop loin. Et comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire pour m'opposer à elle? En repassant devant l'école, je regardais le béton et le vis tel qu'il était, froid et dur, un matériau solide qui ne bougeait pas et qui ne cédait à personne. Je montai les marches et me rendis jusqu'au long préau, puis jusqu'au groupe d'arbres au milieu de la cour de l'école. J'eus une prise de conscience. J'ai pas besoin de contre-attaquer. Je n'ai rien à faire. Il me suffit de les prévenir. L'école interviendra et tout sera terminé. J'ai à peu près le même âge que mon frère quand il a été emmené. En rentrant à la maison, j'avais pris ma décision. C'est terminé. D'une manière ou d'une autre, c'est terminé. Dans Westmore Hill, à la maison, il n'y avait pas plus de 200 mètres. À chaque pas, je me sentais de plus en plus petit. Ma volonté et ma détermination s'amenuisaient à mesure que je m'approchais. Le sentiment de force et d'espoir s'évanouissait. Je me mis à imaginer maman dans ma tête. Je pouvais la voir me hurler et me taper dessus. Je me sentais exactement comme quand j'étais petit. Je détestais tellement cet anéantissement douloureux et instantané de mes espoirs à chaque fois que je pensais à maman. En arrivant à la porte, j'étais à nouveau le même. Je suis incapable de m'opposer à elle. J'ai bien trop peur. Chapitre 15. Papa. Je m'entraînais à bien réfléchir aux mots que j'allais prononcer avant de parler. Je me concentrais sur mes pensées et mes mots à cause de mon bégaiement et de ma crainte des adultes. Je voulais éviter à tout prix de dire ce qu'il ne fallait pas. Et c'est pour cela que je fus choquée de m'entendre dire à ma mère que mon père était mort. En particulier parce que j'avais appris la mort de mon père de la même voix que celle qui m'avait intimé l'ordre d'arrêter et de sortir, quand je m'étais retrouvée à côté du lit de ma mère, le pistolet à la main. Cette voix m'était familière, mais elle m'effrayait. Un jour, très tôt, avant le début de notre rituel matinal pendant lequel maman me courait après pour me punir des bêtises que j'allais faire ce jour-là, je me rendis dans la cuisine. Je trouvai maman assise à table avec son café et ses cigarettes. Sans prévenir, j'annonçai calmement: Papa est mort. Je ne savais pas d'où venait cette idée. Je n'en revenais pas d'avoir réellement prononcé ces mots à voix haute. Je m'étais entraînée à garder mes pensées pour moi, mais celle-ci m'avait échappé. Sans aucune hésitation, maman bondit de sa chaise et se mit à me gifler à toute volée, pendant que j'essayais de me protéger de mes mains. La sonnerie sinistre du téléphone mit un terme soudain à ses coups. Comme pour prouver que j'avais tort, elle souleva doucement le combiné et écouta sans émotion, et sans dire un mot. Elle apprit que son mari et le père de ses enfants, qui était à l'hôpital depuis 2 semaines, étaient décédés pendant la nuit.
Sans aucune expression, elle replaça le combiné, se rassit à table et alluma une autre cigarette avec le mégot de la précédente, tout en regardant par la fenêtre l'air absent. Mon frère Scott entra dans la cuisine et demanda ce qui se passait. Au moment où elle s'aperçut que Scott était dans la cuisine, elle s'agenouilla et appela Kate. Elle les enlaça et leur dit froidement: Votre père est mort. Debout, à côté du réfrigérateur, je la regardais jouer avec les émotions des autres garçons. Pendant tout le temps où elle gardait serrée contre sa poitrine, elle m'envoyait des regards froids pour me prouver qu'elle pouvait m'exclure de tout, y compris de l'une des expériences les plus éprouvantes émotionnellement qu'une famille puisse traverser. Elle les laissa exprimer leur tristesse et leur douleur, et je commençais à avoir envie de pleurer. À la première larme, elle me hurla d'aller dans ma chambre tout en continuant à câliner les autres garçons. Ma première réaction fut le soulagement. La raclée du jour m'était épargnée. Dans ma chambre, je m'assis et me demandai si papa était mieux là où il était à présent. Je savais que même l'enfer, c'était mieux. Il doit bien être content d'être parti, pensai-je. En quelques heures, les membres de la famille avaient appris la nouvelle et nous envoyaient les condoléances creuses d'usage. Ils devaient savoir ce qui se passait chez nous, et comme tout le monde, ils ne faisaient rien. Maintenant que lui et l'autre ont dégagé, nous pouvons former une vraie famille, dit-elle. Papa n'était pas mort depuis 24 heures que Kel et Scott prirent la décision de vendre la maison et de déménager à Salt Lake City en Utah. Je vais y arriver. Leur discussion sur cette possibilité de vendre la maison et d'utiliser le plus-value des 21 ans de propriété me rendirent malade. Maman et Scott parlaient d'énormes sommes d'argent auxquelles ils avaient droit grâce à sa mort, l'argent de la maison ainsi que les assurances-vie et l'argent qu'il avait à la banque. Bien sûr, il y avait quelques petits détails à régler avant ce déménagement, des détails comme les funérailles. Juste après la mort de papa, mamie nous envoyait de l'argent et appelait continuellement pour savoir si maman l'avait reçu. Elle voulait s'assurer que maman serait présentable à l'enterrement. Il était évident que mamie s'inquiétait de l'allure qu'elle pouvait avoir, en raison des années pendant lesquelles elle avait bu et fumé de manière excessive. Le mode de vie autodestructeur de sa fille avait eu un impact visible sur une femme autrefois belle et fière, et qui aujourd'hui gênait tout le monde, elle-même, sa propre mère et ses propres enfants. Mamie envoya suffisamment d'argent pour permettre à maman d'aller chez le coiffeur, chez la manucure, et de s'acheter un joli ensemble pour les funérailles. Les jours qui suivirent, elle téléphona à maintes reprises pour savoir si maman avait acheté une robe. Maman s'agaçait davantage à chaque coup de fil. Elle avait besoin d'une échappatoire, comme d'habitude. Elle utilisa ses enfants pour cacher ses mensonges. Après avoir écouté ses instructions pendant plusieurs heures et répété jusqu'à ce que je ne fasse aucune erreur, elle m'ordonna d'appeler mamie et de lui faire savoir combien elle était belle avec sa nouvelle coupe de cheveux et sa nouvelle robe pour les funérailles de papa. En réalité, elle n'avait rien acheté de plus que les 3 bouteilles de vodka habituelles. J'étais inquiet en passant ce coup de fil. Après quelques minutes, il devint évident que j'étais en train d'échouer dans mon mensonge. Maman tenait fermement le téléphone entre nous et m'écoutait mentir et donner des détails sur la robe. Elle entendait aussi les réponses de mamie qui semblait me croire. J'étais intarissable sur la robe et les coupes de cheveux. Et pourtant, il était évident que maman était en colère. La deuxième et la troisième fois, j'ai dû répéter à mamie les détails de la robe. J'en donnais des différents. Sans crier gare, maman explosa et me tordit le bras pour que je mette un terme au coup de fil immédiatement. Une fois que j'eus raccroché, elle se laissa aller. L'une des pires expériences dont je me souvienne est celle qui suivit ce simple coup de téléphone à Salt Lake City. Elle me poussa vers la cuisinière. Je sentis une brûlure à l'arrière de ma tête au moment où celle-ci cogna contre la poignée d'acier noir de la porte du four. Avant même d'être tombée à terre, elle me donna des coups de pied dans les bras et dans la poitrine. À demi conscient, je me souvins de David allongé sur la cuisinière, maman essayant d'allumer les brûleurs. Je me mis à avoir peur. Avant de m'évanouir, je tentai de lever la tête, mais tout ce que je pus voir fut maman qui attrapait le poêlon d'acier trempé qu'elle gardait toujours sur la cuisinière, tout en me regardant de ses yeux rougis et gonflés. Je tentai de me lever, mais perdis l'équilibre et ma tête se cogna à nouveau contre la poignée.
Avant de pouvoir reprendre mes esprits, maman me mit un coup de genou dans la bouche, la poêle toujours à la main. Ma vision commença à s'assombrir et je compris que j'allais perdre connaissance. Mais le pire est à venir. Quand je repris conscience, j'étais seule dans la cuisine. Mes yeux et mon visage étaient boursouflés, je n'y voyais presque rien. Mon épaule et mon bras étaient douloureux. Maman avait dû continuer à me frapper après que je fus évanouie sur le sol. Bonsoir Nadège. Quand je parvins finalement à m'asseoir, je constatai que la poêle se trouvait à côté de moi par terre, avec sur le côté de la poignée quelques petites gouttes de sang. J'avais l'impression que mon bras et mon épaule avaient été écrasés. Elle avait dû me frapper avec la poêle à plusieurs reprises quand j'étais étendue inconscient sur le sol. J'étais content qu'elle ne m'ait pas frappé à la tête avec cette poêle. Merci pour les likes, c'est gentil Nadège. Pourquoi l'a-t-elle pas fait? Qu'est-ce qui l'en a empêché? Thank you very much. Elle aurait pu me tuer et tout aurait été terminé. Pendant près de 10 minutes, je restais assise seule dans la cuisine, à me demander ce qu'elle m'avait fait. Mes oreilles me brûlaient, et j'essuyais le sang séché. C'était un jour comme les autres dans cette maison insensée. L'enterrement de mon père fut organisé dans une église où j'étais déjà allée. La date avait été choisie et la famille prévenue. Les membres de la famille, à prévenir, changeaient selon l'humeur de maman. Dans sa tête, elle contrôlait qui faisait partie de cette élite, de cette glorieuse organisation. La plupart du temps, mamie et le frère de maman en étaient exclus. J'en étais toujours exclue. Pour elle, à présent, je n'existais tout simplement plus. La messe fut courte et insignifiante, et maman joua le rôle de la veuve éplorée. Immédiatement, après le service, nous fûmes accueillis à l'extérieur de l'église par des condoléances superficielles. Maman avait bu. C'était gênant. Je me rappelais certains visages qui avaient fait partie de la famille à une époque lointaine. D'autres m'étaient inconnus. À l'écart se trouvait un jeune homme blond et mince en uniforme. Je ne savais pas qui il était. Il attendait son tour. Quand tout le monde eut terminé, l'homme se dirigea vers maman et se présenta. C'était David, son fils. Chose. Le visage de maman se figea et sa bouche s'entr'ouvrit. Quand elle le réalisait, je vis tout ce qu'il y avait de mauvais en elle revenir à la surface, comme si elle allait exploser. Et je ne me souviens pas des mots qu'ils échangèrent lors de cette courte conversation. Je sais que maman voulait quelque chose de lui, mais j'ignorais de quoi il s'agissait et en quoi c'était important pour elle. Apparemment, elle avait quelque chose d'essentiel à récupérer. Je me souviens qu'elle chiffla David devant Dieu et devant tout le monde. Ensuite, exaspérée, elle rassembla ses enfants et nous ordonna de monter dans la voiture tandis qu'ils s'éloignaient. Emportée par la curiosité, je posai la question. Qui c'était? Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. C'était l'expression la plus méchante que j'eus jamais vue sur quelqu'un. J'étais terrifiée. Saisie de panique, j'imaginais qu'elle était en colère contre moi et que j'allais avoir droit à une leçon immédiate. Cela m'était égal. Si Dieu n'était pas au courant jusque-là, il allait bien comprendre ce qui se passait si elle se défoulait sur moi devant sa maison. Elle m'attrapa par le bras et m'attira vers la voiture. J'étais certain qu'elle allait me flanquer une raclée. Dieu, est-ce que tu vois ça? Murmurai-je dans une prière d'espoir. C'est alors qu'elle me dit qu'il s'agissait de David. Elle était furieuse qu'il soit venu à l'enterrement de son mari. Il n'avait pas été invité, et selon elle, n'avait aucun droit d'être là. Pour qui est-ce que tu te prends? Venir comme ça à l'enterrement du père des garçons en uniforme? Ce fut la seule fois que je vis David en uniforme. Bien des années allaient s'écouler avant que je ne voie à nouveau son visage. C'est étrange à dire, mais je n'avais aucune idée du genre de personne qu'avait été mon père. Je n'avais jamais vraiment discuté avec lui. Je me souviens de lui en quelques rares occasions. En quelques rares occasions, pardon. Et toujours quand il se passait un événement marquant dans lequel il était impliqué. La plupart de ses souvenirs concernent des événements familiaux comme Noël. Parfois, nous ressemblions à la famille
De cette à la maison, parfois à la famille Adams. Dans les deux cas, mes rares souvenirs de papa sont clairs et vibrants. Il était pompier à San Francisco, et souvent absent parce qu'il avait des horaires décalés et qu'il faisait des heures supplémentaires. La plupart du temps, il travaillait uniquement pour s'éloigner de la maison. Et qui aurait pu lui en vouloir? Je me souviens du casque noir en cuir, des hautes bottes noires, du badge de pompier en or et en argent, et de l'odeur de cigarette mêlée à son après-rasage. Un jour, papa vint à la maison pour dire bonjour aux enfants et voir maman. Sa barbe de 3 jours, son odeur d'après-rasage et de cigarette sont restées marquées dans ma mémoire. Les rares fois où je l'ai vu, il avait l'air d'avoir passé des journées difficiles et de subir beaucoup de pression. Ce jour-là, papa resta dans l'entrée pour discuter avec maman et lui demanda s'il pouvait amener les garçons manger un morceau et bavarder un peu. Bien entendu, nous n'eûmes pas la permission d'y aller. Papa resta à la maison quelques heures et fit en sorte de discuter avec chacun de nous pour voir si les choses s'arrangeaient ou non. J'attendais mon tour, trépignant comme un enfant de 10 ans impatient de s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Je compris au ton de sa voix et à l'inquiétude sincère qu'on pouvait lire sur son visage qu'il savait exactement ce qui se passait à la maison. Il savait quels étaient les garçons victimes de la colère de maman et lesquels étaient épargnés. Il avait l'air d'avoir pitié de nous, comme s'il ne pouvait rien faire d'autre que de se tenir à l'écart. Les fois où nous lui rendions visite à la caserne de pompiers étaient de vraies aventures. Nous allions jusqu'aux portes des garages où se trouvaient les camions, et ils étaient toujours propres et prêts à intervenir. La fierté qui émanait de la caserne était évidente, même pour un jeune garçon. Là vivait la famille de mon père, oncle ceci et oncle cela. Je ne me souvenais jamais de leur nom ni de leur tête. C'étaient tous des hommes en uniforme qui protégeaient la ville, et chacun représentait la fierté et le dévouement. La caserne était toujours propre et bien rangée. Il n'y avait pas un seul jouet qui traînait par terre. Nulle part. En réalité, nos visites à la caserne n'avaient pas d'autre but que de récupérer le salaire de papa. L'apprendre changea pour moi la signification de ces visites. Il ne s'agit pas simplement de le voir laisser. Pardon. Il ne s'agissait pas simplement de le laisser voir ces garçons et bavarder un peu avec eux, et caresser l'espoir lointain que cette fois-ci, il finirait par intervenir. Était vain. Des années plus tard, je me suis demandé comment papa avait pu faire pour donner chacun de ses salaires à maman. Cela dura des années jusqu'à sa mort. Comment pouvait-il faire ça? Me demandai-je constamment. Sa vie à la caserne permettait de sauver la face. La générosité de ses camarades lui permettait de survivre. Leur gentillesse et leur dégoût total envers sa femme les maintenaient très proches de lui. Finalement, cette situation a dû commencer à peser sur les autres pompiers et leurs familles. Ses dettes durent être remboursées pour qu'il puisse recevoir son salaire. Apparemment, papa était en incapacité de travail depuis environ 2 ans, et même alors, maman recevait ses chèques. Grâce au miracle que fut le versement direct depuis les fonds de pension, il n'était plus nécessaire d'aller le voir à la Kerzen ou ailleurs. Enfant, je me demandais juste où il était, ou bien s'il était en vie. À sa mort, il était retraité depuis longtemps, selon les termes de maman. Cela faisait peut-être 1 an que les visites à la caserne avaient cessé. Pendant ces dernières années, non, pendant cette dernière année, je suis désolée. On m'avait dit qu'il vivait dans un hôtel. Le dernier souvenir de mon père date d'une époque où tous les garçons, à l'exception de David, étaient encore à la maison. Les visites à l'hôtel, où il séjourna jusqu'à sa mort, n'étaient pas pour moi. Je n'avais pas la permission de voir mon père. Maman m'avait dit: Tu me fais honte! Pourquoi est-ce que tu mériterais de le voir? Elle m'expliqua très clairement que seule sa famille pouvait aller le voir et que je n'en faisais pas partie. Elle me le rappelait constamment. Si quelqu'un découvre que tu as un lien avec les garçons, tu vas avoir des ennuis. Si l'on nous comparait les uns les autres, il était évident que j'étais différent. Je portais de vieux vêtements, souvent sales, et j'avais en général la tête basse, à moins qu'on ne me parle pas, à moins qu'on me parle ou qu'on me donne un ordre. Je ne m'en préoccupais pas suffisamment pour remarquer que les autres garçons parlaient facilement et semblaient apprécier leur vie. Peut-être cela a-t-il duré un certain temps. Maman permettait à mes frères aînés de le voir, pendant que je restais à la maison, malade de curiosité. À leur retour, je posais immédiatement des tas de questions pour qu'ils me racontent en détail ce qu'ils avaient vu.
Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Je n'avais jamais aucune réponse. Il ne le savait pas eux-mêmes. Horace me confia en secret que papa ne vivait pas dans un hôtel, mais plutôt dans un hôpital. Il était évident qu'il agonisait. Ross s'efforça de me convaincre qu'il valait mieux pour moi de ne pas avoir vu cela. Papa était grand et de forte stature, sa voix était profonde et ses mains gigantesques. Cependant, je ne me souviens pas que ses mains aient un jour frappé qui que ce soit. Apparemment, à présent, papa n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa prestance et sa forte carrure appartenaient au passé. Il avait un cancer du poumon. Être pompier représentait déjà un risque, mais être un pompier qui fumait rendait les choses encore pires. Être séparé de ses proches et manquer les événements de leur quotidien avait dû profondément le marquer. C'était une peine que papa purgeait depuis des années. Les cigarettes ne furent que le catalyseur de sa destruction. Comme je ne pouvais rien faire de plus que deviner ce qui se passait, puisqu'on ne me disait rien, je posais des questions sur papa à maman. Est-ce qu'il va aller mieux? S'il te plaît, est-ce que je peux aller le voir? Elle balayait ces questions d'un geste de la main comme si elles n'avaient aucune importance. Juste avant sa mort, elle passa beaucoup de temps à discuter avec le syndicat des pompiers de San Francisco pour savoir ce qu'elle allait toucher en tant que presque veuve. Je me souviens de son ton sec quand elle parlait au téléphone pour s'assurer qu'à l'autre bout du fil on comprenait ce qu'elle voulait. À l'époque, elle exigeait une pension totale pour un homme qui n'était pas encore mort. La semaine de son décès, Scott endossa le rôle de l'homme de la famille. Il contacta l'agent immobilier pour mettre la maison en vente et commençait à chercher une nouvelle à Salt Lake City. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait déménager en Utah. Elle avait toujours dit qu'elle détestait sa mère qui vivait là-bas. Et maintenant, elle voulait aller s'installer juste à côté. Maman appréciait la façon qu'avait Scott d'assumer autant de responsabilités. Elle lui disait souvent qu'il grandissait vite et qu'il devenait un homme, un vrai. Tard, le soir, je pouvais les entendre planifier le déménagement. Ils prenaient soin de ne pas inclure oncle Dale, le frère de mamie, dans leurs plans. Devant lui, maman avait honte d'elle-même et sa manière d'élever sa famille. J'étais résolue à ne pas faire partie du déménagement. J'irai pas à Slade City, j'irai nulle part, j'en ai assez, m'exclamai-je en l'obscurité. En m'endormant, je sentis un sourire passer sur mon visage. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce que ça devient vraiment trop catastrophique. Je suis désolée. Je vous souhaite une agréable soirée et puis je vous remercie pour votre présence. À très vite pour la suite. Bisous bisous.